unitaire de Web Service REST. Donc aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter le web service que l'on veut tester et on parlera de méthodologie pour savoir qu'est-ce que l'on veut vraiment tester dans ce web service. Et enfin, on verra quelques annotations et objets qui sont indispensables pour la réalisation de ces tests unitaires. Donc notre web service ici, c'est un web service qui concerne donc deux types d'utilisateurs, donc les étudiants et les professeurs. Donc les étudiants pourront poser des questions aux professeurs, les professeurs pourront répondre aux questions des étudiants, et enfin les étudiants pourront consulter en fait les différentes réponses et ainsi de suite. Ce web service que l'on va tester aujourd'hui est développé en Spring Boot. Alors, que veut-on, comment allons-nous tester? Alors tout d'abord, on va faire un focus sur le web service lui-même, l'implémentation de ce web service. Donc comme on est en Spring Boot, si on a un mécanisme d'authentification, on va vouloir le conserver. Par contre, ce qui ne nous intéresse pas, en fait, ce sont toutes les couches, on va dire, inférieures, telles que les façades de nos modèles. Donc on verra dans notre exemple, il y a deux façades. Donc il faudra moquer ces couches-là pour nous s'intéresser uniquement au web service. Et on verra aussi qu'on devra moquer un autre outil, parce que là on va avoir de l'authentification basique dans notre application. Donc il va falloir que l'on contrôle l'encodeur en le moquant justement et en contrôlant ce qui va être généré par cet encodeur. Alors au niveau des annotations que l'on va rencontrer, on aura évidemment notre annotation @Spring Boot Test qui nous permet de définir une classe de test pour Spring Boot. On aura le autoconfigure mockmvc, ce qui nous permet de configurer automatiquement notre client qui va nous permettre de tester notre application. On a l'annotation @mockbean qui va nous permettre justement de moquer des variables d'application qui sont enregistrées dans le contexte d'application de Spring. Et enfin mockmvc, comme je vous le disais, c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir lancer des requêtes HTTP et d'exprimer ce que l'on attend en réponse à cette requête. Ok, alors plongeons-nous un petit peu dans ce web service. Donc le contrôleur de web service est déclaré ici et c'est exactement ce test-là, enfin c'est ce code-là que l'on veut tester uniquement. Donc on va avoir plusieurs problèmes. On a le problème ici de la façade d'utilisateur qui est un modèle, une façade modèle, tout comme celle-ci. Et on a le password encoder qui est ici. Alors je dis que c'est un problème parce qu'effectivement ils sont auto-wired, donc ça veut dire auto-assignés. Et ici, comme on s'intéresse à tester uniquement ces fonctions-là du web service, ça signifie que toutes ces bins qui sont là devront être moqués. Comme je disais tout à l'heure, on avait donc une application qui est destinée à des étudiants et à des professeurs. Et grosso modo, ici, on a une fonction d'enregistrement, qui est le CRE utilisateur, et à partir de l'adresse mail, on sera capable de savoir si c'est un étudiant ou un professeur. Donc c'est un étudiant si l'adresse mail est de cette forme-là, et c'est un professeur si l'adresse mail est de cette forme-ci. Et on dira, dans ce cas-là, là, on va juste modifier le code ici, pour que le rôle professeur n'ait que le rôle professeur et que le rôle étudiant n'ait que le rôle étudiant. Ok. Donc on est dans l'authentification basique. Donc si vous voulez voir des détails sur l'authentification basique dans les services Spring Boot REST, vous pouvez vous référer aux vidéos de Frédéric Moelle sur le sujet. Mais il faut savoir simplement ici que l'on contrôle l'accès à certaines ressources, en particulier ici la création de questions est réservée aux étudiants. La modification de questions, c'est sous-entendu écrire une réponse, est réservée aux professeurs. Tout le monde peut s'inscrire, étudiant ou professeur. Et de manière générale, on dit que toutes les URL de la forme API /utilisateur / n'importe quoi, on demande d'avoir le rôle étudiant. Donc ça, vous pouvez retrouver toute la façon en fait de créer un web service REST en Spring Boot sur les vidéos de Frédéric Moelle dédiées à la question.
Ok, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est donc de tester ce contrôleur de service REST. Alors pour ceci, on va commencer par créer une classe de test qui va bien, évidemment. Donc on se retrouve avec la même architecture, ici la même structure. Donc on a un package fr info orléans wc tp3, que j'aurais pu appeler n'importe comment d'ailleurs, mais c'est un reste de démonstration que j'ai fait à mes étudiants. Donc ici on va créer notre classe de test. Hop. Ok. Donc pour l'instant c'est une classe classique, il n'y a pas de spécificité, mais évidemment on va la rendre un peu moins classique en déclarant tout d'abord qu'il s'agit d'une classe de test Spring Boot. On va avoir besoin d'un client qui va nous permettre d'attaquer notre service REST. Donc on a besoin du fameux autoconfigure mock MVC. Ok. Je vous le mentionnais tout à l'heure, donc on a besoin du client mock MVC évidemment. Mock MVC. On va l'appeler MVC. On a besoin d'une façade, ici une façade utilisateur. Donc là pour le coup on va la déclarer en tant que mock-bin parce que c'est pas du code que l'on veut activer. Donc à partir de cet instant on va lui dire ok, pas de problème, tu me crées un mock pour la façade utilisateur, tout comme tu vas me créer un mock pour la seconde façade. Façade application. Voilà. On a besoin aussi du password encoder. Donc pour l'instant je pourrais m'en passer parce que je vais d'abord tester l'inscription et cette inscription ne nécessite pas d'authentification particulière. Mais on va le mettre en préventif histoire de ne pas l'oublier tout à l'heure. Hop. C'est le bcrypt password encoder qu'on appelle password encoder et on le déclare en tant que mock-bin également. Ok, donc là pour l'instant en fait c'est la classe de test telle qu'elle devra se présenter. On va s'intéresser maintenant à nos premiers entry points que l'on veut tester. Donc ici c'est la création d'utilisateurs. Donc ici on a des chemins qui sont stockés dans la classe pathes d'utilisateur. On peut retrouver tous ces chemins dans cette classe là et on retrouve ici c'est customisable, on mettra ce qu'on veut si on veut. Mais grosso modo on sait que ça va se situer donc dans quelque chose qui va commencer par version et ensuite qui va être enchaîné avec l'URI utilisateur, la concaténation des deux. Ok, donc on revient sur notre classe de test. Tac. Donc on va essayer de tester un scénario classique où un individu va venir, va se connecter ici et va réussir du coup à déclencher ce code là sans exception et va du coup avoir la réponse entity, la réponse entity en réponse qui va dire ok ça a été créé, donc un code 201 et voici l'URI qui a été généré pour cet utilisateur, donc normalement dans un champ location du header. Ok, donc commençons par faire notre premier jeu de test. Donc là pour le coup par rapport à du test unitaire classique, ça ne change pas. On va déclarer une fonction de test. Là, on va dire que l'on teste créer utilisateur. On va mettre OK. Donc, c'est la création qui se passe bien. Donc, pour faire ceci, on va prendre différentes données. Donc, on va avoir besoin d'un email. Donc là, je vais mettre par exemple hop,
la mienne. Donc je suis professeur ici. Je vais mettre un mot de passe. Qu'on va appeler mon mot de passe. Qu'a-t-on besoin d'autre? Rien de particulier pour le moment. Ok, donc on va voir ici que on doit effectivement être capable, une fois qu'on activera l'entry point qui est ici, donc on aura fourni un pseudo et un password. Normalement, si tout va bien, la façade utilisateur va être appelée en passant le pseudo et le password en paramètres. Alors attention, le password est encodé. Donc ici, il va falloir que l'on contrôle le fameux password encoder pour lui dire, ok, quand tu vas crypter mon message, voilà à quoi il va ressembler. Donc là, de la même façon, on va utiliser donc Mockito. Mockito qui va pouvoir justement me dire exactement que pour quel est le comportement que j'attends pour le password encoder. Donc là, on a des choses qui sont faites dans Mockito. Hop. Alors, import static method, elle est dans BDD Mockito. Donc on va pouvoir lui dire ici que, étant donné le mot de passe que je vais passer au password encoder, donc ici quand je vais appeler encode avec mot de passe, alors je vais pouvoir lui dire que ça va retourner donc un mot de passe encodé. Encodé, et je vais l'appeler Babar. Donc ça c'est ce qui va être. C'est comme si le chiffrement va transformer le mot de passe qui est ici en Babar. Donc là on va lui dire que ça retournera le mot de passe encodé. Une fois qu'on a ceci, alors c'est une première chose, on sait ce que va retourner le password encoder qui est là. Donc maintenant il suffit simplement de dire ok, pour la façade utilisateur ça va être le même délire. Hein. Quand je vais appeler inscrire sur le pseudo qui est l'email et le résultat du password encoder, hein, alors je vais retourner un entier que je choisirai. Donc ici je vais typiquement dire que l'entier que je vais retourner ça va être 1. Et il me suffit simplement d'écrire given, alors là c'est façade utilisateur, point inscrire utilisateur. Quand je vais l'appeler avec l'email et le mot de passe encodé, alors ça va me retourner l'entier que j'ai prévu, donc l'identifiant ID qui sera 1. Ok, alors je vais essayer de conserver dans la même page tout ce qui m'intéresse. Voilà. Alors là, il y a une exception qui peut être levée, donc on va lui mettre qu'elle peut être déclenchée. Il n'y a aucune raison d'être déclenchée, hein, mais on le met le throws ici qui capturera la fameuse exception. Donc là, niveau des mocks, j'ai défini comment le password encoder devait se comporter. J'ai défini comment le façade utilisateur devait se comporter sur l'appel de inscrire utilisateur. Donc là, techniquement, après une fois que ces deux comportements ont été prédéfinis, le code devrait pouvoir s'exécuter et enfin arriver sur la création de la response entity que l'on va pouvoir donc contrôler après pour vérifier que tout s'est bien passé comme prévu. Alors, pour faire ceci, une fois que le scénario est mis en place, j'ai plus qu'à lancer la requête et vérifier que la création va bien se passer. Donc pour ceci, je vais devoir faire un mvc.perform. Donc j'ai besoin de la méthode post, parce que c'est du post ici. Import static method. Du coup, il ne faut pas que je me trompe, c'est bien celle-ci qui m'intéresse. Donc là, j'ai besoin, normalement, si tout va bien, de l'URL que je vais lui filer. Donc pour l'URL qui va être
exécuter, ça va être passes, c'est l'autre, plus, là normalement on est sur la version, voilà, plus passes utilisateur. Donc, normalement on est là-dessus. Bon, ça suffit pas, hein, parce que là pour l'instant on a juste dit qu'on faisait du post, hein, mais on attend quand même deux requests param, un qui s'appelle pseudo et l'autre qui s'appelle password. Alors pour le customiser, je dois donc ajouter le content type. Ici on va supposer qu'on envoie ça par formulaire, donc par exemple un application form URL encoded. On va lui préciser le contenu. Et là, on va mettre une chaîne de caractères qui va simplement dire j'attends donc le pseudo qui va être finalement l'email. Hop, je concatène avec le password qui va être du coup le mot de passe que je suis censé lui filer. Donc là, au niveau de la requête, normalement, tout est en place. Maintenant, je peux exprimer ce que j'attends pour la réponse qui va être faite par le web service en fonction de cette requête. Donc, je vais lui dire, dans ce cas-là, je vais attendre que le status up. Alors, c'est pareil, import static. Là, c'est celui-ci, mock MVC result matcher status. J'attends que le status soit created. C'est ce qui va se passer quand j'utilise normalement la méthode created de response entity. Et je vais aussi préciser que j'attends en fait un champ dans le header qui s'appelle location. Donc là, il faut aller taper dans le header. Donc c'est toujours dans celui-ci. Hop. Et je vais lui dire qu'il doit contenir or exists. Et là, je lui donne le champ du header qui doit être location. Ok. Là, normalement, j'ai fini de tester le cas qui va bien, on va dire. J'ajoute ceci dans l'entête de la méthode pour dire que de toute façon, peu importe ce qui se passe, c'est pas censé se passer. Et on n'a plus qu'à vérifier qu'effectivement notre cas de test fonctionne. Donc on va un peu prier pour qu'il n'y ait pas de problème particulier. On va exécuter ce cas de test. Et le test est bien passé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça signifie qu'il a effectivement réussi à exécuter cette requête, qu'il a trouvé le status 201 et qu'il a trouvé un champ qui s'appelle location dans le header. Donc on peut vérifier que ce n'est pas du bidon, hein. Si je mets juste location à la place de location et que je relance le test, normalement ça devrait mal se passer. Voilà, et ça se passe mal. D'ailleurs, on peut vérifier parce que normalement, il met ici la réponse qui va être retournée par notre web service. Hop, et on voit effectivement qu'il y a le champ qui s'appelle location, avec ici la location de la ressource qui vient d'être créée. Donc c'est bien location qui est censé être là. Ok, donc maintenant on peut effectuer notre deuxième test. Encore une fois, hein, là on est sur un cas qui ne nécessite pas d'authentification. Donc on va faire le deuxième cas ici où le try ne se passe pas bien, le login est déjà utilisé et du coup on va avoir un conflict qui va être retourné avec quelque chose dans le body. Donc on va faire notre deuxième cas de test. Hop, hop.
Donc on va l'appeler cow. Donc ici, on peut tout à fait partir sur le fait que on a cet email là, on a le mot de passe, hein. On a le mot de passe qui sera encodé de la même façon. Là, pour le coup, on n'attend pas d'identifiant en retour parce que on veut simplement que l'inscription se passe mal. Et pour qu'elle se passe mal, ben on va lui dire will throw et il va nous retourner finalement. Donc c'est une erreur qui s'appelle pseudo déjà utilisé, login déjà utilisé, exception. Ok. Donc là pour le coup, on va pouvoir remettre la même requête. Simplement maintenant, tout ce qu'on veut, c'est pas ça évidemment. Là on veut qu'il y ait un conflit. Alors est-ce qu'il existe is conflict? Tout à fait. Et on pourrait vérifier effectivement que dans le body, il y a bien le message d'erreur, mais on va déjà se satisfaire du 409, qui n'est pas une erreur par défaut, hein, on le connaît. Quand il y a de l'authentification, en général, c'est du... alors je sais jamais si c'est le 401 ou le 403, mais il y a un problème d'autorisation. Je me souviens jamais de la signification des différents codes HTTP. Mais bon, on le verra au fur et à mesure. Tout ce que je sais, c'est que c'est un 409 qui est retourné normalement au moment justement d'un conflit existant. Et là, c'est le cas. Ok, on va vérifier que ce truc-là se passe relativement bien également. Hop, on exécute ce cas de test. Et ce cas test passe également très bien. Ce qui peut commencer à être intéressant, c'est de vérifier qu'au niveau de la couverture, on n'ait pas oublié un chemin. Donc là, il est évident que ce n'est pas le cas. Mais dans certains entry points, ça peut être beaucoup plus compliqué, hein. Le code n'est pas forcément si élémentaire. Et du coup, vous pouvez lancer tout à fait le calcul, le lancement des tests en utilisant le mode coverage avec IntelliJ. Et là, on va vérifier effectivement que toutes les lignes qui sont ici sont couvertes par le jeu de test dédié. Et on voit effectivement qu'il y a une petite bande verte qui est ici, qui signifie que chaque ligne a été exécutée au moins une fois par notre jeu de test. Donc plutôt intéressant. Ok. Donc là, c'était le cas, on va dire, basique, le cas où il n'y a pas d'authentification. Maintenant, on va s'intéresser à la création d'une question. Donc la création d'une question, c'est dédié aux étudiants. D'accord ? Donc là, on voit que le code est un peu plus complexe. On voit que le code ici, donc on est sur le chemin question. On a une question qui est en paramètres. On a une espace d'authentication ici qui est le principal qui s'est connecté. Donc ça signifie que ça nécessite une authentification. On voit qu'on a un bloc if. Dans ce bloc if, on y rentre uniquement si la personne connectée a le rôle étudiant. Et dans ce cas-là, si la personne connectée a le rôle étudiant, donc ce morceau de code peut être exécuté. Dans le cas contraire, on aura un unauthorized qui va être construit, qui va être retourné. Donc on va créer notre petit jeu de test qui va nous permettre, dans un premier temps, d'essayer de créer une question alors qu'on n'a pas le rôle requis, en particulier donc le rôle étudiant. Donc ceci marchera très bien si on essaie de se connecter avec un professeur. Donc de la même façon, on va créer une méthode de test pour chacun des cas de test qui nous intéressent. Là on est sur le create, test create. Ok. Alors là c'est le cas KO, justement, on a un problème d'authentification. Alors, là, il y a un peu plus de travail, parce qu'en fait, ce qui va se passer ici, il y a plusieurs choses à regarder. On n'est pas sur une simple... déjà, on a l'authentification qui arrive. Donc, qui dit authentification, on dit qu'on doit maîtriser un peu vraiment ce qui se passe
en réalité au moment de l'authentification. Donc on va jeter un petit coup d'œil sur le mécanisme d'authentification qui va être mis en jeu. Donc dans Security Config, on devrait retrouver... Alors c'est plutôt MyBeans d'ailleurs. Non, c'était bien. Voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le mécanisme qui est utilisé donc par Spring Boot pour vérifier qu'un utilisateur est bien inscrit. Dans ce cas-là, il va construire par son username, il va aller récupérer l'utilisateur dans la façade. Une fois qu'il a récupéré l'utilisateur, il va créer donc un user details qui va être utilisé ensuite pour pouvoir générer le fameux principal qu'on utilise au moment de... Ici, en particulier, donc le principal, l'authentication. Donc c'est le même concept, hein, sauf qu'il y a des champs en plus en fait. Donc il va falloir ne pas oublier qu'au moment où on va exécuter une requête authentifiée, on va passer là-dedans. Et comme on passe là-dedans, ça signifie aussi qu'on va avoir ce truc-là qui va être exécuté. Donc d'ailleurs on pourrait aussi gérer la création, moquer ceci, mais on va déjà faire un truc relativement simple où on va gérer la création de l'utilisateur, le retour de l'utilisateur avec le getUtilizatherByLogin qui est là. Ok, donc je prends ma classe de test, je la mets ici dans un premier temps et on va déjà essayer de dire ok, j'ai besoin d'un utilisateur. Donc l'utilisateur, c'est celui qui va être connecté à la fin. Et là, c'est BDD Mockito qui va me créer un mock du type utilisateur.class. Bon, jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Tout ce que je veux, en fait, c'est que l'utilisateur que je vais avoir ici, je sais que je vais lui demander son login, qui est là, ainsi que son mot de passe. Le rôle en fait est calculé, hein, c'est simplement, encore une fois, je vous rappelle, il y a deux rôles, il y a les étudiants et les professeurs, et tout ça est déterminé en fonction de l'adresse mail qui est utilisée lors de l'inscription. On peut critiquer ce point de vue, hein, mais encore une fois, c'est un exemple jouet. Donc, on essaie de simplifier un minimum. Donc, là, du même délire que tout à l'heure, on doit simplement lui dire ici que quand je vais appeler getLogin sur cet objet utilisateur, alors ça me retournera le login qui m'intéresse. Hop, donc là je vais reprendre un peu les différentes données que j'avais tout à l'heure. Alors, elles vont peut-être pas toutes me servir. On fera le nettoyage au moment voulu. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que normalement, c'est un étudiant qui peut créer une question et ici, on a un professeur. Donc ça tombe bien. Ici, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est de dire que getLogin, ça va nous retourner l'email. Hein, que le given utilisateur.getMotPass, ça va nous retourner... Alors non pas le mot de passe exact, mais le mot de passe encodé. Parce que je vous rappelle qu'on est censé avoir chiffré le mot de passe et que dans le meilleur scénario, ici, le mot de passe qui est là est transformé en mot de passe encodé grâce au password encoder. Donc d'ailleurs, on va le faire maintenant parce que c'est un coup à oublier le fait que ceci... donc c'est mon mot de passe et ça va me faire un will return. D'ailleurs c'est pas utile, c'est pas super utile parce qu'on va pas l'activer normalement. Non, on n'a pas besoin, ceci va pas être utilisé. Par contre, ce qui va être utilisé, c'est le matching. Alors le matches, donc c'est le mot de passe que l'on donne, donc ça va être le mot de passe classique avec le mot de passe encodé et on va lui dire que ça va nous return true pour dire que ok,
ce mot de passe peut bien être réduit en ce mot de passe encodé grâce à ce password encodeur qui est là. Donc ceci, en fait, c'est complètement utilisé de manière invisible par Spring Boot au moment du mécanisme d'authentification. Donc il faut un peu scruter, analyser le code pour savoir exactement à quel moment ça a été fait. C'est ce qui m'a amené en fait à créer cet appel-là, car je sais qu'en analysant tout le code, je suis parvenu à définir que le password encoder doit vérifier simplement que le password que l'on donne est équivalent à celui qui a été chiffré et stocké dans la base de données entre guillemets. Ok, donc il nous reste quand même à définir le comportement de la façade utilisateur au moment où je récupère le getUtilisator by login. Donc quand je l'appellerai avec email, ça va simplement me retourner l'utilisateur mock que je viens de créer. Donc là, normalement, on devrait être pas mal à ce niveau-là. Ça devrait bien se passer. Ok. Donc là, encore une fois, on va utiliser la vraie fabrique qui a été fournie ici, mais encore une fois, on pourrait la moquer et créer un user details qui va exactement avoir tous les trucs ici qu'on a récupérés. Ok. Donc là, concernant l'authentification, on est normalement au point. Maintenant, je vais m'intéresser au contrôleur lui-même. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Donc là, normalement, je devrais, si je te donne la bonne URI, je vais taper ici, je lui donnerai donc l'objet question dans le body en tant que request param. Si je me connecte avec cette adresse-là, normalement, je n'aurai pas le rôle étudiant et je vais normalement récupérer le unauthorized qui est ici. Donc finalement, il ne me reste plus qu'à lancer la requête en réalité, car ici il n'y a rien à faire, sachant que ici ça va être fait calculé automatiquement. Ceci du coup va être fait automatiquement également. Il n'y a pas d'appel particulier sur la façade utilisateur ou application qu'il y a à prévoir ici. Ok, donc j'ai juste à utiliser mon client MVC. Donc là, on est sur du perform, on est toujours sur du post, c'est la création d'une question. Donc là, on va essayer de ne pas se tromper. Là, on est toujours sur l'hôte. Alors, c'est le passes.hôte. On va ajouter le numéro de version. Et on est sur l'URI question. Oups. Passes. Tac, 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 question. Donc on est à ce niveau-là, pas de problème. Ici, je vous rappelle que on attend en fait un request param. Bon, là, on a le choix. Soit on l'ajoute à l'URL, à l'URI, soit on le rajoute comme tout à l'heure en tant que champ de formulaire. C'est ce qu'on va faire ici. Donc on va dire que le content type, ça sera un media type de type application form URL encoded et que dans le body on attend du coup un truc du style question égale up et on va déclarer ici up quelle est la couleur du cheval blanc. Voilà, c'est tout simplement. Donc là, on rajoute la question qui nous intéresse. Hop. Et on va simplement vérifier que dans la réponse, on ait bien le fameux status .is, du coup c'est unauthorized, qui devrait être retourné. Hop. Tac. Ok. Je vérifie que j'ai... Alors, j'ai oublié un petit truc important quand même.
je me suis pas authentifié. Et c'est un peu gênant, parce que là, il faut à tout prix... si je danse dans ce cas-là, dans cette configuration-là, je n'aurai pas accès à la ressource parce que je ne suis pas authentifié et du coup, il ne peut pas savoir quel est mon rôle. Donc, il faut que j'ajoute en fait, une fois que le post est créé, hop, une fois que l'URI a été créé, ici, on va utiliser l'opérateur with. Et là, on a le HTTP basique, normalement. Import statique, qui devrait être caché ici. Alors, faut pas que je me trompe. Hop, c'est celui-ci. De toute façon, il n'y en a pas 36. Là-dedans, il faut simplement lui passer en premier lieu le username. Donc là, ici, c'est l'email. Et en second lieu, le mot de passe qu'on est censé... Alors, le mot de passe qui n'est pas encodé, on est bien d'accord. Donc là, on est bien avec de l'authentification basique. On aura bien le content type qui définit le fait qu'on aura une variable question avec une valeur. Et c'est tout, normalement. Hop, je vérifie que je n'ai rien oublié. Ceci, on n'en a pas besoin. Et ça devrait suffire. On va lancer le test. De nouveau, on est sur un test qui passe. Donc pour éviter toute supercherie, on va quand même calculer la couverture et vérifier qu'on passe bien au bon endroit. Alors on calcule la couverture et on va vérifier dans la classe en question si on est effectivement passé par ce qu'on espérait passer. Hop, elle est là. Donc on voit qu'on est arrivé sur le if, mais on voit surtout qu'on est parti dans le else, comme prévu. Ok, donc il me reste à faire le dernier qui est un peu le plus relou, hein, qui est le fait de pouvoir arriver là-dedans. Donc il faudra prévoir un appel à façade utilisateur, à façade application, en plus. Donc on reprend le test que l'on vient de faire, celui-ci. Bon, en structure, ça va être à peu près la même chose. Par contre, c'est un peu le contenu qui va différer, évidemment. Donc là, j'ai besoin du coup d'un étudiant. Ok. Donc ce mot de passe sera celui-ci. La question qu'il veut poser, c'est celle-là. Donc là, normalement, je devrais pouvoir au moins rentrer dans la bonne partie du code, c'est-à-dire ici, car j'aurai le rôle étudiant. D'ailleurs, on peut vérifier, hein. Je vais stopper le jeu de test avant qu'il arrive à l'appel de la façade utilisateur et de la façade d'application. On va voir s'il le lance. Hop. Je vais le lancer en mode debug. J'espère que tout va bien se passer au moins jusque-là. Donc effectivement, on voit qu'il s'arrête. Il s'arrête exactement à la première instruction du if, donc ici. Donc là, de toute façon, dans l'état des lieux, il ne peut pas le résoudre. Alors il peut vous donner une implémentation par défaut, il va vous retourner 0. Mais dans tous les cas, ici on aura la chaîne vide, enfin, ou le champ nul probablement. Donc il faut finir de customiser tout ça avant de passer à la suite. Mais on voit déjà qu'on est dans la bonne partie du code, donc c'est plutôt encourageant. Donc pour qu'on puisse continuer notre exécution de manière plutôt sympathique, hein, il va falloir ici que je prévoie un identifiant. Hop, on va mettre 2, histoire de changer. On va lui dire que given, alors c'est façade utilisateur, hein, point, du coup c'est, on veut récupérer, alors c'est laquelle de méthode? Get utilisateur int id. Get utilisateur int id, je vais lui passer l'email, hein,
et ça va faire un will return de ID. Là-dessus, ça va. Maintenant, une fois que ceci a été fait, on voit que normalement, je vais passer ici et je vais aller dans facette d'application et je vais devoir appeler la méthode ajouter avec l'ID que je viens de récupérer, donc 2, et la question que j'ai posée, donc quelle est la couleur du cheval blanc. Ok, et ben j'ajoute cet appel en disant ok, la façade application, au moment où je vais faire ajouter une question avec l'identifiant 2 et la question qui était prévue, dans ce cas-là, ça va me retourner un ID question qui est censé être une chaîne aléatoire si mes souvenirs sont bons. Enfin là, peu importe, on s'en fout. Ça va nous retourner will return, donc une chaîne de caractères. On va mettre ID question, donc qui est une chaîne de caractères. Hop. Ok. Donc ici, normalement, je pense qu'on devrait être bon. À partir de cet instant précis, il va nous créer un 201. Une réponse avec un 201 et avec un body dans lequel il y aura l'ID de la question. Donc là, comme tout à l'heure, on peut s'amuser simplement à dire « Ok, je vais créer ma question. » Donc je donne l'email et le mot de passe qui normalement maintenant ont la bonne forme. Donc c'est un étudiant. Donc je devrais accéder à la ressource. Il y a une question. Et en plus, je devrais avoir le status du coup qui va être created. Is created. Et je devrais avoir une location également. Donc on fait comme tout à l'heure, hein, point unexpect. Du coup, c'était le header avec exist location. Et c'est tout, normalement, si tout va bien. On va vérifier que tout se passe comme prévu. Je relance. Et là, de nouveau, ça s'est bien passé. Très bien. Je vérifie que j'ai pas fait un tour de magie en calculant la couverture de nouveau. En lançant toute la batterie de tests, en fait, nos 4 tests que l'on vient de faire. Visiblement, ça s'est bien passé. On peut vérifier effectivement que dans la méthode create qui est ici, on est passé dans tous sauf celui-là. Donc il nous manque celui-ci. Alors celui-ci, techniquement, il est impossible à déclencher pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas être et authentifié et déclencher ceci. Donc là, c'est un morceau de code qui est inaccessible en réalité. Et d'ailleurs, ça pourrait faire partie d'un refactoring, et ce qui montre encore une fois la bonne utilisation de tests unitaires pour vérifier s'il y a des morceaux de code qui servent à rien, de pouvoir nettoyer le code. Donc voilà en gros alors pas brève introduction parce que ça a duré quand même quelques minutes, mais en tous les cas j'espère que ça vous aidera à concevoir vos propres jeux de test pour vos différents services REST que vous utiliserez, que vous ferez avec Spring Boot. À une prochaine vidéo. Ciao.